Hop, et c'est parti. Alors, l'objectif donc maintenant, ça va être justement de créer notre premier TP, une sorte de TP voilà, qui va vous représenter à peu près, en allant beaucoup plus loin quand même, graphiquement, mais ça va à peu près vous représenter ce que vous devez réaliser potentiellement pour un partiel. Et donc ça va vous entraîner justement à quelques structures de site. Celui que je vous propose de réaliser, c'est cette maquette-ci. On va zoomer un peu plus. Tac. J'ai une maquette comme celle-ci, c'est-à-dire que je vais avoir une grande zone en haut, large, ça va être le menu. Je vais avoir une sorte de en-tête de header qui est assez massive quand même, mine de rien, avec une belle photo d'intro. Dessous, une zone intro. Ensuite, 4 produits. Et on y retourne ensuite à une sorte de 4 produits catalogue. Une partie formulaire et un pied. La maquette, je l'ai mis sur le Teams. Et j'ai également mis sur le Teams cet ensemble de photos qui vous serviront pour l'exercice. Donc vous avez toutes les photos HD pour pouvoir réaliser la maquette. Elle est sympa, elle est jolie. Ouais. Pour moi qui l'ai fait. Eh ben on est parti alors. Pour réaliser donc cette chose, je vais partir encore une fois de mon modèle. Donc je vais bien prendre mon modèle, le dupliquer et l'appeler. Alors moi je suis à 6 maintenant, mais hop, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler TD Café. Et évidemment, je vais ouvrir mon dossier directement dans Visual Studio Code. Une fois ouvert, je vais commencer à aller dans mon HTML. Alors mon HTML, vous vous rappelez, hein, j'avais toujours un petit truc qui traînait, hein, j'avais toujours laissé un peu de code en trop. Hop, je vais quand même un peu zoomer. Je vais retirer tout mon code. Bim. Et c'est bon. Sauf que je ne vais pas commencer déjà à bosser. Alors je vais faire pareil avec le CSS d'ailleurs tout de suite. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de CSS. Je ne sais pas ce que j'ai comme CSS. Ouais, non, c'est bon. J'ai rien à faire dans mon CSS. Alors, j'ai rien à faire si je vais commencer un peu par mon CSS. Je vous avais un peu indiqué la semaine dernière, il y avait une chose qui était quand même, je trouvais extrêmement importante. C'est de commencer directement par les polices. Alors, je vais gagner du temps, hein, je vais vous donner le nom des polices, hein, ce sera un peu simple. J'avais en police la Open100 et la Marcellus. Donc, je vais directement aller les chercher. Alors, ça va pas être là. Là, je le donne à l'oral, je ne l'ai pas marqué dans le doc. Mais bah, dans la vidéo, je viens de le dire, donc ça va être bon. Mais je pourrais la renoter si tu veux. Non, vous avez pas tout. Je veux dire, c'est à le jour de l'examen, c'est pas à nous de chercher la police qui a ces données directement. Le nom de la fonte. Ah, le nom de la fonte, oui, oui. Est-ce comme moi, je suis en train de te le donner, ils te le donneront. Bah évidemment, tu vas pas mettre diplôme à chercher une police. Google Font, je vais chercher dans Google Font. Je vais enlever toutes les polices qui existent déjà. Tac. Ça nous fait une petite révision. Open100. Donc la première police s'appelle Open100. Je la prends et je l'ajoute à mon panier. J'ai bien Open100 sur la droite. Et je vais chercher maintenant. Je vais revenir en arrière. C'était la Marcellus. Avec 2 L. Marcellus, ici, pour les titres. On la reconnaît bien, la typo. Et là, on est sur une police seulement régulière. Vous voyez qu'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de thin. Il n'y a vraiment que une police de base. Marcellus. Une fois que c'est fait, je vous rappelle donc que vous retrouvez dans ce volet à droite le link pour pouvoir l'intégrer dans le HTML ou le import pour l'intégrer dans le CSS. J'ai une préférence personnelle à intégrer dans le CSS. Je vais cliquer sur import et en cliquant sur import, je vais bien sélectionner le @import. Pas les, je rappelle, les 2 balises style qui sont au-dessus en dessous. Je ne vais pas les importer. Je vais bien sélectionner tout ce code. Copier. Et donc maintenant,
la police que j'avais déjà importée dans mon modèle, je vais l'écraser, hein, parce que j'étais en Roboto et Montserrat. On n'est pas sur Roboto ni Montserrat ici. Je vais bien coller ma Marcellus et mon OpenSang. Ce qui veut donc dire que maintenant, body, est-ce que c'est un Roboto? Non, ça va bien être un OpenSang. Alors comment ça va s'écrire? Google il nous le dit ici, hein. OpenSang, ça va s'écrire comme ça. Donc je peux même, si je suis très feignant, sélectionner la ligne qui est marquée dans Google Font. Donc là, OpenSang, elle est pour body. Et normalement, la Marcellus, elle va sur les H1, H2, H3. Donc vous voyez là chez H1, H2, H3, je vais le coller ici. Est-ce qu'il y a un intérêt, à votre avis, pour bien organiser le code? Je veux dire, avec une forme de logique. Vous voyez qu'ici, là, j'ai mis en premier temps body. Ensuite, H1, H2, H3, avec les commandes globales. Puis ensuite, j'ai fait H1, ensuite H2, ensuite H3, etc. Est-ce que ça vous paraît logique, cette structure? Est-ce que c'est obligatoire? Non, on fait comme on veut, hein. Par contre, est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique pour pouvoir s'y retrouver. Moi, je sais où sont mes données. Je n'ai pas à parcourir l'ensemble de ma feuille pour trouver un H1, un H2, un H3. C'est directement organisé. Donc, les choses les plus globales sont en haut. Et plus on va descendre, plus on va descendre, on va dire, dans notre code, dans la précision. Ce qui veut donc dire que là, déjà, on a plus ou moins stylisé les fontes. Bon. Maintenant, et ça, c'est un travail qu'on va pouvoir faire ensemble, je vais retourner dans mes exemples. Et avant même de démarrer, d'ailleurs, je vais prendre toutes les images que j'ai téléchargées et je vais les rebalancer. Alors ça tombe plutôt bien, les images, ça je vous l'avais pas montré la dernière fois. Les images, vous avez bien deux méthodes pour les intégrer, hein. Soit dans votre dossier, vous allez bien dans votre dossier images et vous balancez les photos dedans, dans votre dossier images, via Windows, via l'explorateur de Windows, via le Finder sous Mac. Mais bien sûr, hein, ça fonctionne directement avec Visual Studio Code. Si je prends et que je glisse dans Images de Visual Studio Code, il n'y a pas de problème, ça s'intègre bien ici. Et donc, vous voyez que ça s'est intégré automatiquement ici aussi. Donc moi, à simple clic et glisser, c'est bon, je les ai ajoutés. Oh bah oui, parce que je sais même pas ce que je vais utiliser. Donc. Je vais réafficher la maquette en grand. Maintenant, j'ai une petite question. Là, si je parcours, c'est vous qui allez me dire. Est-ce que vous trouvez que... Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que, comme moi, vous voyez que une maquette comme ça, ce n'est qu'une succession de sections les unes après les autres? C'est-à-dire que chaque exercice que vous avez pu réaliser, en réalité, si je les mettais les uns sous les autres, ça ferait un site, quasiment. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup, par exemple, à l'exercice des plantes, pour ceux qui ont fait l'exercice des plantes. Avec un titre et 4 plantes dessous. Mais même si j'enlève les titres qui sont au-dessus, ça ressemble beaucoup au vélo. À l'exercice des vélos. Là, ici, c'est pas l'exercice des vélos, quasiment. Quasiment, hein. Et en fait, c'est ça. C'est qu'un site internet, c'est une succession de sections. J'en fais une, j'ai terminé avec la section, je passe à la suivante, etc. Donc les exercices que vous avez réalisés jusqu'à maintenant, c'est qu'une partie d'un site, mais une fois qu'on les maîtrise, on peut faire les autres parties qui suivent. C'est pas gênant. Il va juste falloir gagner en efficacité, en rapidité. C'est tout. Et d'où cet exercice ensemble. Si je vous demandais comme ça, là je vais passer vite fait, quelle serait la section? Alors déjà, on va les lister. J'aurais combien de sections? Est-ce que ça, c'est une section? Bah si. C'est une section à part, elle est au-dessus, elle est en noir. Si. Ça. Ouais, donc on est à 2. Donc la partie grise ici, 3. Ensuite la partie blanche, 4.
Donc on est bien à 5, hein. On le voit avec le fond, hein. J'ai fait exprès de mettre des fonds pour que ça se visualise assez facilement. 5, ensuite 6 et 7. C'est pour ça que dans cet exemple, hein, en vidéo, même il y a des chances qu'on finisse pas tout, hein, qu'on fasse pas tout. On va se donner quand même quelques priorités. Et certaines parties, je vous laisserai peut-être les faire en solo à l'avenir. Si je parcours tout ça, laquelle vous paraît la plus simple à réaliser ? La partie grise ? Non ? Pourquoi ? Il y en a qui dit non. Ah, c'est pas tout. Ah, si. La zone la plus... C'était ton ensemble. Non, la zone la plus simple, on va dire. Moi aussi, je suis plutôt d'accord, hein, celle-ci, la partie grise, hein, c'est la plus simple. Attention, justement, petit conseil du partiel. Ne refaites pas les choses de haut en bas, ça ne sert strictement à rien. Ça sert à rien si par exemple la difficulté serait sur le header, le menu. Ce serait dommage de rester coincé sur ce header et de ne pas faire le reste que vous sauriez potentiellement faire. Donc faites ce que vous savez faire et ensuite faites les autres. On ne fait pas le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Vous pouvez commencer par le quatrième, ensuite passer au deuxième. Tant que vous le mettez au-dessus, moi je dirais qu'il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les choses dans l'ordre. Donc là, je vais faire exprès de ne pas faire les choses dans l'ordre. Pour bien indiquer ne prenez pas cette mauvaise habitude de faire des choses de haut en bas. Ça ne sert à rien. Ça peut se redéplacer extrêmement facilement. Donc effectivement, je vais bien commencer par lui. Je suis parti alors. Sauf qu'on observe. Et on se pose toujours la même question. Est-ce que mon design va de gauche à droite de l'écran ? Oui. Alors évidemment, je suis désolé, j'ai pas zoomé à fond. Voilà. Est-ce que le gris va de gauche à droite de l'écran ? Ouais. Donc j'ai bien une grande div qu'on va appeler gris. Jusque-là, c'est pas déconnant. On va appeler gris et qu'on va mettre comme ça. Ok, ça me va. Maintenant, est-ce que c'est boxé ? C'est-à-dire, est-ce que le contenu rédactionnel va de gauche à droite de l'écran ou au contraire est limité dans une boîte ? Il est boxé. Ok, il est limité dans une boîte. Donc, j'ai une div de classe container. Dans ces divs de classe container, c'est par forme de ligne ou par forme de colonne ? Sous forme d'une ligne ou sous forme d'une colonne, je reformule. C'est bien une forme d'une colonne. Et à l'intérieur, il y a quoi ? Ouais, mais il y a quoi ? How delicious, ce serait quoi ? Ouais, donc quel titre ? H1, H2, H3 ? H2, hein, parce que le H1, il est là, Coffee Master. Donc H2, ok. Une image ? Ouais, je pense, hein, c'est pas mal. C'est de la petite déco. Et ensuite, c'est quoi le texte ? Un P, un paragraphe. Comme d'hab, on essaye de gagner du temps. Donc on va pas tout coder de A jusqu'à Z. Comme la dernière fois, on avait vu un système pour gagner du temps. Eh bien, je vais faire ce gain de temps. Dans mon HTML, je fais exactement ce que vous m'avez dit. Je vais faire une div que je vais appeler gris, donc point gris. Je laisserai dans le code, hein, parce que le code, après, je le mettrai sur le Teams. Hein. Donc je laisserai dans le code ces petites commandes. Une div de classe gris. Cette div de classe gris, dans laquelle, donc petite flèche, il y a une div de classe container. Et dans cette div de classe container, vous m'avez dit qu'il y avait un H2 plus une IMG plus un P. Alors, vous avez remarqué une chose, c'est que moi je le dis à l'oral comme ça, je dis ce qu'il y a dedans. Je dis ce que j'écris, mais je dis pas ce que j'écris pour, on va dire, meubler et qu'il n'y ait pas de silence. Je le dis pour entendre si je dis une connerie. Je répète les choses pour dire il y a ça, dans ça, dans ça, pour me le rappeler, pour me dire oui, je suis d'accord, il y a ça, dans ça, je réaccède à ma mémoire en parlant. N'hésitez pas à marmonner pour dire je fais ça, ok, je suis d'accord, paf, c'est carré. Ça vous aidera. Donc ici, j'ai plus qu'à tabuler. Et pouic, ça y est, j'ai bien ma div de classe gris qui a un container, qui a un H2, qui a une image, qui a un P. J'ai plus qu'à mettre des textes, sauf que, encore une fois, How delicious offer, je ne vais même pas le faire. Je ne vais pas écrire ces mots-là, ça ne sert strictement à rien.
vous allez perdre du temps. Donc essayez de taper 2-3 mots, voilà, un lorem ipsum, comme ça je pourrais copier-coller lorem ipsum très facilement. Simple mot lorem ipsum me suffira. J'ai bien mon image, et dans mon paragraphe, je mets lorem, tabulation, et c'est bon. Alors je rappelle par rapport à tabulation, regardez, attention de ne pas vous faire avoir. Quand vous tapez lorem et que vous tabulez, des fois ça marche pas. Là bizarrement ça a marché. Ça va pas marcher des fois parce que s'il n'y a pas l'espace derrière, il a un petit peu de mal à le faire. Vous voyez, il tabule, il marche plus. Donc faut bien un espace après. Là faut retaper la dernière lettre. Faut bien avoir le truc en dessous. Et vous voyez dessous il y a un indicateur. Emmet abbreviation. Emmet c'est le système qui automatise les actions. Je tabule, là ça marche. Et ben c'est pas mal. L'image, faut que je la mette. Alors, je vais juste regarder vite fait ce que c'est comme image. Parce que là, j'ai rien de mémoire. Je crois que sur fond gris, c'était celle-là, hein, title séparateur. Un ou pas, j'en ai deux, bizarrement. Ouais, bah, je vais prendre title séparateur. Donc ici, elle est où l'image? Il faut que j'aille dans le dossier style. Parce que de index, pour atteindre l'image dans le dossier image, il faut bien que je passe par style. Ensuite, dans le dossier image, et ensuite c'est separator, title separator, et c'est bon. Est-ce que niveau HTML c'est terminé? Oui, la structure elle est là. Donc normalement le HTML, ça devrait prendre seulement 10% du travail par section. C'est vraiment le truc le plus rapide à faire. Donc dites-vous à chaque fois que lorsque 10% c'est peut-être peu quand même, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous devez bosser sur une section, si le HTML vous arrivez à visualiser le temps que vous mettez, vous multipliez par 3 le temps avec le CSS quand même. Très rapidement. On est bon, ce qui veut dire que je vais regarder ce que ça donne tout de même. TD Café, clic droit sur mon fichier HTML, ouvrir, et bien l'ouvrir avec mon navigateur. Et là, bah, ça commence déjà à ressembler. Et alors, il y a un truc, hein, c'est qu'un projet, vous avez déjà la police de style, vous avez les bonnes couleurs. Déjà, on commence à sentir qu'on y est. Je le vends un peu trop là, non? C'est ça? Ouais, ok. Si, mine de rien, tu changes la typo d'un projet et ça change tout, hein, véritablement. Eh ben, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, j'ai plus qu'à faire maintenant mon style. La partie grise. Partie grise. Pourquoi tu commences pas partie grise? Eh ben, en fait, parce que vous aurez toujours plus de facilité de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, commencez toujours par les plus contenants et ensuite, par couche d'oignon, vous allez vers l'intérieur, vers les objets. Donc, moi, je vais commencer justement par gris. Je vais dans mon style. Je vais descendre, donc je vais laisser tout ce qui existait déjà. Et je vais faire point gris. Et gris, bah, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bah, c'est gris. Donc, background-color. Alors là, assez souvent j'ai des questions. Je mets background ou background color? Parce que les deux fonctionnent. Ah bah, vous mettez ce que vous voulez en soi. Normalement, c'est background color. Mais background, il est vachement général. Ça veut dire que background vous permet de faire background image, background color, background position, background repeat, background size en même temps. Pour faire simple, on va faire une commande thématique. Je veux faire de la couleur, je prends background color. Je veux faire de l'image, je mets background image. Ça va être plus simple à retenir. En fait, c'est surtout qu'il n'y a rien à retenir. C'est écrit en plus. Donc ici, background color. Et je vais choisir ma couleur. Alors c'était un gris tout pourrave. Dièse E. Ah, je peux pas faire mieux comme gris. Je valide. J'actualise et j'ai bien un gris. J'ai besoin d'éloigner un petit peu mon texte des bords. Si je regarde un petit peu la maquette, on voit qu'il y a des espaces ici entre mes titres et les bords. Ça, ce sera la propriété padding. Beaucoup parmi vous, vous avez fait des paddings directement dans Container. Je vous déconseille de mettre les paddings et les margins comme ça dans Container. Travaillez toujours vos blocs
Donc gris, c'est bien lui qui éloigne, quand je vois la maquette, c'est bien dans gris que j'ai un espace. Donc c'est plus logique de le mettre dans gris. Donc ici, hop, je vais mettre un padding. Alors, attention, j'en profite pour montrer un autre truc. Si vous mettez 50 pixels, ça mettra 50 de tous les côtés. Si vous mettez 50, 0 pixels, 50 pixels, 0 pixels, c'est ce que je veux, je mettrai 50 pixels en haut, 0 à droite, 50 en bas et 0 à gauche. Dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant à midi. Mais, si vous n'en mettez que 2, la première commande veut dire haut et bas, et la deuxième commande veut dire gauche et droite. C'est pas obligatoire de retenir cette façon de faire, je vous la donne comme ça, c'est gratos. Les deux autres vous suffisent très largement, mais en soi, ça fait gagner un petit peu de temps, et on est un petit peu dans le gain de temps. T'as une question ? Non, c'est bon. Et si j'actualise, vous voyez que ça me met bien 50 en haut et 50 en bas. Parfait. Est-ce que gris est fait ? Bah ouais. Enfin, gris est fait. Non, pas complètement, mais au moins, est-ce que j'ai d'autres choses à faire sur juste cette partie-là ? Non. Par contre, qu'est-ce qui manque là par rapport au design initial ? Qu'est-ce qui manque dans ma maquette ? Le côté boxé et centré. Et ça, c'est le rôle de container. Et quand je suis passé à plusieurs reprises dans certains des groupes que vous avez formés, eh bien, je vous ai réexpliqué ce que c'était container. Je vais refaire cette explication, mais il n'y a que 2 commandes à mettre dans container. Parce que container, on va l'utiliser tout le long. Container sert à boxer et sert à centrer. Et si vous regardez la maquette, est-ce que tout est boxé et centré dans la même dimension ? Carrément, vous n'avez rien qui dépasse mes pointillés là. C'est bien du design, oui, mais tout le contenu est bien boxé. Et donc, on ne va pas s'amuser ici à faire un container 1, et ici un container 2, et ici un container 3, parce que si demain les 1000 pixels on le change, on sera obligé de le modifier sur les 8, 7, je sais plus combien, sections. Ça va être chiant à faire. Non, on va en faire qu'une, qu'on va réutiliser. Vous achetez pas une poêle, à chaque fois vous devez faire la cuisine. Vous réutilisez la même. C'est le même exemple. Donc ici, je vais bien dans mon code créer une classe container qui doit avoir une largeur de 1000 pixels. Donc width 1000 pixels. Je regarde tout de suite ce que ça donne, je réaffiche après. Si j'actualise, on voit tout de suite que le texte retourne de facto à la ligne ici. Donc il est bien bloqué à ce niveau-là par quelque chose, un mur invisible. Oui, parce qu'il est bloqué dans une cage de verre. Ça me permet de boxer. Et ensuite, j'ai plus qu'à marger. Margin, 2 points, auto. Pourquoi j'ai margin auto ? Là, normalement, on est comme ça. Si je fais un clic droit et que je fais inspecter, je m'aperçois donc que j'ai bien gris, et quand j'ouvre gris, j'ai container. Et on voit container, il est limité à 1000. Vous voyez, je passe le curseur dessus, il y a une petite, en haut à droite, à gauche, il y a une petite infobulle qui me dit 1000. Donc je suis bien sur une largeur de 1000. Avec une énorme marge orange sur la partie droite. Et bien, ce que je voudrais, c'est que cette marge, tant qu'à faire, la couper en 2, puis en mettre une à gauche et une à droite. Eh bien, en mettant margin auto, il le fait. Ça aurait aligné ton texte, ça aurait centré ton texte, mais dans les 1000 pixels. Ça l'aurait pas mis au milieu de l'écran. C'est un alignement dans le paragraphe texte aligne. Regarde, c'est comme un courrier. Quand tu écris un courrier et que tu mets un destinataire, en haut à gauche, tu as l'expéditeur, et en dessous, mais sur la droite, là où il y a la fenêtre de l'enveloppe, tu as le destinataire. Ton texte est positionné sur la droite de la feuille, mais est aligné sur la gauche. Tu en as un alignement gauche, tu as un vrai alignement sur la gauche. Si tu visualises un courrier, tu vois, il y a une différence entre je positionne quelque chose et je l'aligne. C'est pas la même chose.
Est-ce que c'est bon pour vous? Yep. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Ce que je peux tout à fait faire sans trop de problèmes ici. Je peux résoudre le problème. Bah oui, tout devrait être... je pense qu'il y a un alignement assez particulier ici. On est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, en fait, là, vous voyez que je ne pourrais pas faire du texte à ligne center. Parce que le texte, il n'est pas centré ici. Ça, est-ce que c'est centré? Non, c'est aligné sur la gauche. Donc le texte est correctement aligné. Celui-là, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ensuite, il y a ça qui est positionné au milieu. Il y a cette image-là qui est positionnée au milieu. Et puis ensuite, on a notre texte. Lui, par contre, notre titre qui est centré. Bon, après, je regarde un tout petit peu tout. Hein. Ça, c'est un H2. Ça, c'est des quoi, là? Ces titres-là, là? Des H3 plus, hein. Mais celui-là, là, le Online Coffee, H2, ok. Celui-là, bah, probablement H2 aussi. Donc vous remarquez que tous les H2 sont centrés. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la zone grise. Le fait de centrer ici n'a rien à voir avec gris, c'est global en soi. Donc, je vais dans mon code, je remonte à mon H2. Attention, donc c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on ne va pas hésiter à faire des allers-retours des fois. Je vais dans mon H2 et je le centre. Et avant de faire, si on regarde la maquette, tant qu'à faire, mon H2 doit être centré. Est-ce que c'est le cas pareil du H1 et des H3? Eh ben, allez, une pierre deux coups. Donc, au lieu de faire H1, H2, H3, vu que j'avais déjà fait H1, H2, H3, texte à ligne, center. Comme ça, je fais les trois d'un coup. Et là, si j'actualise, ça me centrera bien mon texte. Mais attention, hein, vous voyez que la démarche que je viens de faire, je l'ai fait quasiment pour tout le site. C'est ça qu'il faut retenir. Je l'ai fait véritablement pour tout le site. C'est vachement pratique. Alors, je vais en profiter maintenant, parce que je n'ai pas terminé cette partie-là, et vous voyez que ça ne centre pas la petite image. Et donc, il y a une problématique en fait de gestion. À plusieurs parmi vous, je vous ai expliqué une méthodologie de travail que je vais reprendre maintenant pour qu'elle soit bien cernée. Cette méthodologie de travail, c'est pour bien organiser les choses. Si je regarde mon document, certaines choses sont en ligne ou en colonne. Alors, par exemple, cette partie-là, elle forme une colonne ou une ligne? Une colonne. Cette partie-là, une ligne d'éléments. Parce que même s'il y a plusieurs choses à l'intérieur, il n'empêche que on est d'accord que tout ça forme une sorte de sujet. C'est un truc, on va dire truc, mais c'est un sujet. Si je regarde ça, des fois c'est en colonne, des fois c'est en ligne. Mais bref, c'est toujours soit colonne, soit ligne. Il y a un moment où on peut changer de sens, mais ça reste quand même dans une logique colonne-ligne. Et bien ça, on peut l'organiser tranquillement dès le début. Dans tous les cas, c'est la technologie du flex que nous avons vu la semaine dernière. Et on va devoir la traiter. On va créer, cette fois ici, deux outils. La première, c'est une classe qu'on va appeler .row. Et on va mettre ça en display flex et flex direction row. Donc ça veut dire que quand on attribuera la classe row à une div, les enfants se mettront sous forme d'une ligne, parce que c'est bien marqué row. Vous auriez pu appeler la classe ligne si vous voulez, mais en utilisant des termes en anglais génériques, on enlève une forme de barrière de langue. Tout le monde écrit en anglais, quelle que soit l'origine de la personne, quel que soit le pays. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et si vous prenez l'habitude, bah vous ferez même plus attention aux documents que vous lirez sur Internet. Ils auront beau être en anglais, ça passera tout seul. C'est juste du temps. Et c'est un mec qui avait à peine 8 de moyenne au collège en anglais qui vous dit ça. Donc véritablement, il n'y a pas de « je suis bon, je suis pas bon ». Ça n'a aucun rapport. Ce sont simplement des mots-clés à connaître. Et à votre avis, ici, s'il y a row,
bah, il y a des chances que je fasse pareil, colonne. Donc là, hop, point, col. Je crée une classe col, sauf que le flex direction, je le mets en column. Petite chose, moi je vous conseille très vivement, alors on va un peu les améliorer quand même, mais moi je vous conseille très vivement que ces trois classes-là, vu que vous allez les utiliser continuellement, je vous conseille de très rapidement les avoir dans le modèle qui servira de point de départ pour votre partiel. Le partiel est limité en temps, la problématique c'est le timing. C'est pas la technique, c'est le timing. Essayez de bouffer le moins de temps possible. Pour bouffer le moins de temps possible, c'est 1. J'ai des outils à disposition. 2. Je me perds pas dans mes dossiers, je m'organise bien et je fais des priorités. Je vais quand même rajouter une petite chose comme ça tout de suite. C'est que on s'était aperçu qu'on aime bien. Je sais pas si vous voyez cette partie, si vous voyez un petit peu le document ici. Est-ce que c'est espacé ces choses-là, là, qu'on est comme ça? Est-ce qu'il y a de l'espace entre chaque ou est-ce qu'ils sont bien collés les uns aux autres? Ils sont un peu espacés, hein. Est-ce que c'est pas pareil ici? Carrément. Ici, ils sont un peu collés. Bon, c'est pas trop gênant. Ici, est-ce que c'est collé ou espacé? C'est espacé. Donc ça veut dire que quand même, on aime bien de l'espace. Eh bien, on va tout de suite le prévoir, l'espace. On va mettre dans le row justify content space between. Et on va le faire pour les deux. L'intérêt également de mettre le flex, c'est que ça va ouvrir beaucoup de fonctionnalités. Si vous reprenez la doc que j'ai donnée, vous avez beaucoup de commandes pour pouvoir centrer des objets très facilement. Et c'est seulement si on a mis du display flex. Donc, allez, certains ont été un petit peu flexeurs compulsifs sur leur exercice, mais c'est pas gênant. Parce que justement, ça leur a permis de pouvoir créer les choses très facilement. Donc, n'hésitez pas à le mettre quand même. Là maintenant que j'ai créé mes deux classes que je vais appeler des classes outils, ça veut dire des classes dont je vais me servir quand je veux, eh bien, je vais pouvoir les utiliser dans ce que l'on vient de faire. Prenons un exemple. Ici, là, c'est bien sous forme de ligne, enfin de colonne, pardon. Sous forme de sa colonne, j'aimerais, demain, un client, il me dit, tu me mets ça les uns à côté des autres, pas les uns sous les autres, mais les uns à côté des autres. Ah, ok. Eh bien, il me suffirait dans index, à container ici, je veux que les enfants ne soient plus les uns en dessous des autres, mais les uns à côté des autres. Bah, en plus de la classe container, je lui rajoute une autre classe. Alors attention, on rajoute pas une autre classe en faisant ça. Classe, 2 points, et on remet quelque chose. Non. Il n'y a qu'une seule fois dans la div la propriété classe, égale, container, espace, row. Et si vous faites ça, ça vous mettra les éléments en ligne. Donc c'est normal que ça casse, hein, voilà. Mais c'est juste pour la démo, ça veut dire que si je veux changer, je peux interchanger à volonté. Ouais, c'est moche en row, hein. On va bien mettre ça en col. Et là, en mettant en col, ça revient à la normale. À la normale ? Presque. Mais là, déjà, est-ce que je reviens plus ou moins à la même chose? Oui, ça revient en colonne. Donc vous allez me dire que ça ne servait à rien de créer la classe. Si, parce que si vous regardez votre code HTML maintenant, vous voyez bien une zone qui s'appelle gris. Dans cette zone qui s'appelle gris, j'ai un truc container, ça veut dire que c'est boxé. Et j'ai un truc qui s'appelle col, ça veut dire que c'est sous forme de colonne. Donc je n'ai pas besoin de regarder mon CSS pour savoir ce qui s'y passe. C'est marqué, c'est écrit, on le comprend. Je crois qu'on a une image un peu trop grande. Je sais pas ce que vous en pensez. Légèrement, j'ai un détail. Là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez réduire l'image directement dans le HTML, soit vous pouvez la réduire dans le CSS. Tant que je suis dans le HTML, ça me fait une révision en plus. Je vais la modifier ici. Je vais dans mon IMG, with, et puis bah là, je vais le faire complètement au pif. Hein. J'arrive pas à visualiser quelle taille. Je pense à un 150 pixels. Ça me semble pas mal. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. On en revient à la dimension de tout à l'heure. Plusieurs solutions. Je vais faire la solution la plus technique, mais qui va être la plus pratique et dans la même philosophie. Dans le document que je vous avais donné, il y avait deux notions. Il y avait
Justify Content, donc qui permet d'aligner les éléments par rapport à l'axe qui est choisi. Si j'ai choisi row, ça l'alignera sur l'axe X, le classique. Par contre, il y a également Align Item. Align Item permet d'aligner les éléments sur l'axe opposé. Si vous regardez ça, là je suis en quoi? On se rappelle, je suis en ligne ou je suis en colonne là? Je suis en colonne. Donc j'ai choisi quel axe? X ou Y? Y. Ok, j'ai choisi l'axe Y. Donc en soi, maintenant j'ai envie d'aligner les cafés. C'est sur l'axe opposé, c'est sur l'axe X. Eh bien, je vais justement utiliser Align Item parce que c'est Align Item gère l'axe opposé que celui que j'ai choisi. L'autre. Donc ici, je vais créer une classe, encore une fois, qui va s'appeler Align Center. Alors là, je me permets une petite parenthèse. Vous avez vu le Align Center, comment je l'ai écrit? J'ai marqué ma classe, on l'appelle une classe comme on veut. J'ai écrit Align et Center avec un C majuscule. Pourquoi? C'est pour que vous puissiez du premier coup d'œil voir les mots. Parce que vous savez, on ne met pas des tirets forcément, parce que les tirets, ça veut dire des moins en informatique, c'est du négatif. Et c'est pas très pratique. Donc pour séparer, et puis on n'a pas le droit aux espaces. Donc il faut arriver à voir les différents mots avec une majuscule, c'est beaucoup plus facile. On appelle ça le camel case. Camel, chameau. Parce que ça fait des bosses. Parce qu'il y a plein de majuscules. Donc quand vous avez un ensemble de mots comme ça, un peu technique, on colle les mots ensemble. Et on met une majuscule à chacun des mots, sauf le premier. On va commencer à prendre cette petite habitude au fur et à mesure. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une bonne codification. Et si vous avez pris cette habitude-là tout de suite, dès que vous allez arriver en JavaScript, où là ce sera obligatoire, vous saignerez moins du nez. Là, je vais juste mettre Align Items Center. Et ma classe Align Item Center, je vais la prendre, copier. Évidemment, container, call, Align Center. Et si j'actualise, tout se remet au propre. Alors j'ai conscience que penser comme ça c'est différent parce que la dernière fois quand on l'avait vu, on a plus vu, ok, on met une boîte, on met des choses dedans et puis on met toutes les propriétés dont on a besoin. Là c'est différent, on crée des classes pour des outils. Cette réflexion elle est quand même très intéressante parce que elle va vous faciliter le travail lorsqu'on travaillera sur le responsive design ensemble. Et puis c'est surtout que même si ça paraît plus chiant à faire maintenant, bah oui, mais toutes ces classes-là, elles sont faites. On n'a plus qu'à les réutiliser plus tard dans le document. Ça veut dire que le bloc sur lequel on a passé le plus de temps, c'était celui-là. Le reste va passer beaucoup plus facilement. Parce que vous avez créé les outils au fur et à mesure. C'est comme quand, je sais pas, moi je commence à faire des travaux, c'est là où j'ai le plus c'est là où j'ai le plus de coûts. Parce que je dois acheter le plus de matériel. Mais si je continue à faire des travaux plus tard, je vais réutiliser le même matériel. C'est donc plus simple. C'est la même philosophie. Est-ce que j'ai terminé gris? Pardon? Ouais, hein. La typo est pas exactement à la bonne taille, mais c'est pas grave, je corrigerai ça après, c'est un détail. Ok. Et ben pour moi j'ai terminé gris, donc je peux passer à autre chose. Alors, quelle serait une autre section maintenant qui pourrait nous plaire? La suivante là, la blanche? Ouais. C'est comme les autres tout à l'heure. Alors ouais, c'est quasiment comme les vélos, effectivement, à 2-3 détails près, mais c'est la même chose. Donc ici, eh ben, on refait exactement le même travail, même si vous l'avez plus ou moins compris maintenant. Est-ce que j'ai une div qui fait la largeur de l'écran? Oui. On va l'appeler comment? Blanc. Voilà, c'est original. On va y arriver. Est-ce que c'est boxé? Ouais. Est-ce que ces enfants, directement... alors, avant ça, est-ce que à l'intérieur, on peut voir des groupes qui se forment? Ouais, hein, on voit ce groupe-là.
Et voilà, on a un groupe là, un groupe là, groupe là. Ok, donc on va bien avoir 4 divs. Je sais pas, moi j'appellerais bien type. Parce que c'est à chaque fois type of coffee. Donc voilà, je vais appeler type. Ok. Et justement, ces 4 blocs, ils formeraient ensemble une ligne ou une colonne? Une ligne. Ok. Chacun des types, il y a quoi à l'intérieur? Une image, un H, 3 je pense, et un P, un paragraphe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Eh ben on est parti alors. Méthodologiquement parlant, je vais commencer évidemment par le HTML, et attention, là vous allez me dire, et ça c'est une peur qui arrive habituellement, elle est tout à fait justifiée, j'ai peur de me paumer dans mon code, j'ai peur de rajouter des choses et d'imbriquer des éléments les uns dans les autres, j'ai peur de ne pas y arriver. Eh bien, attention, déjà, organisez-vous. J'ai mis des commentaires, donc n'hésitez pas à bien séparer les éléments. Ici par exemple, c'était la zone grise. Ici, je vais bien mettre un commentaire pour dire je démarre la zone en blanc. Voilà, je sépare les parties. Mais encore mieux, quand vous passez votre curseur ici sur le côté latéral, là où il y a les numéros, vous voyez qu'en face du 16 dans mon cas évidemment, adapté à vous, j'ai bien une petite flèche qui apparaît. Et quand je clique dessus, pouic, ça vient réduire le code. Ça veut dire que vous passez maintenant de 16 à 22. Vous ne risquez donc plus maintenant d'écrire dedans et de modifier quelque chose, puisque vous ne pouvez pas cliquer dedans. Vous le sécurisez. Et est-ce que c'est pas plus clair à l'écran maintenant? Ouais, c'est largement plus simple. Alors je vais avoir besoin de quoi? J'ai dit une div qui s'appelait blanc. Dans cette div qui s'appelle blanc, je vais faire une div de classe container. Mais attention, je rappelle, vous m'avez tous dit que ça, c'était sous forme de ligne à l'intérieur. Donc tout de suite, point row, point container, point row. Et dedans, on va créer des divs de classe type. Question. Si je retourne là sur la maquette, si je regarde un type à l'intérieur, c'est quoi? Et voilà, en colonne. Et est-ce que vertical, est-ce que c'est centré également? Est-ce qu'on a un alignement centré comme l'icône qui est là? Ah bah vous voyez, on remet les mêmes. Donc point col, point aligne center. Je vais évidemment garder ça. Alors, moi ça me paraît bien. Là pour l'instant j'en ai mis qu'un parce que je vais faire tout le travail à l'intérieur et puis une fois que j'aurai fait le travail à l'intérieur, bah je vais le dupliquer, je vais le copier-coller. Je tabule. Ah bah non, j'ai pas terminé, je suis con. Je suis bête, j'ai pas terminé. Il y a quoi à l'intérieur de ça? Donc il y a une IMG plus un H3 plus un paragraphe. Je le remets ici. Je tabule et c'est bon. J'ai laissé la commande au-dessus. Maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher. Je vais mettre les textes rapidement. Type of coffee. Lorem. Et ensuite le SRC de l'image. C'est comme l'image de tout à l'heure. Je vais aller la chercher. Style, image. Et je ne sais pas du tout de laquelle il s'agit. H2 Custom Icon. On va pas s'embêter pour un exercice comme ça. Si vous êtes dans ce type de cas et qu'il y a 4 icônes différentes, mettez la même icône.
je vais vraiment copier-coller tout ce bloc. Je l'ai fait une fois, je l'ai paramétré. On va vraiment copier ce bloc 4 fois pour être tranquille. On va pas on va pas rechanger les icônes maintenant. Si le jour du partiel, on vous demandait 3 icônes différentes, faites-le au début avec les 3 mêmes icônes et si vous avez du temps à la fin du partiel, changez les icônes. Mais vous n'allez pas être jugé sur le fait que est-ce que vous êtes arrivé à mettre la bonne icône. Par contre, c'est con, mais c'est le truc qui prend, ça prend 30 secondes, 1 minute potentiellement. C'est des minutes qui, mis bout à bout, peuvent être très utiles pour vous pour finir un partiel et de finir les points sur lesquels on vous évalue. Réfléchissez toujours sur quoi vous êtes évalué. Une fois que c'est fait, attention, là c'est généralement là où ça pêche, c'est de pouvoir copier quelque chose, le dupliquer. Regardez, ça c'est bien mon blanc. Quand vous cliquez sur le mot div, la div de fermeture s'allume. Ça, c'est mon container, donc qui contient bien les 4 blocs de classe type. Et là, ça veut dire que ce que je vais copier, c'est ce qu'il y a ici. Et je dois le copier avant cette fermeture. Elle est bien dans le container. Donc regardez bien toujours les fermetures. Donc je sélectionne bien mes 5 lignes div type call align center avec l'image, avec le H3, avec le P et la div de fermeture. Je la copie, CTRL-C, et maintenant je la colle. Une fois à la ligne, 2 fois à la ligne, 3 fois. Là, généralement, c'est là où ça plante. Si je réactualise, c'est fait. Quantité de CSS pour le faire, 0. La seule chose qui me restera à corriger, donc effectivement, ici par rapport à la maquette, c'est le concept. Elle n'est pas là la maquette, elle est là la maquette. C'est qu'il y a une marge au-dessus, une marge en dessous, donc un padding, et je le fais sur quoi? Je le fais sur blanc, le principal. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, dans le CSS, c'est faire point blanc, et encore une fois, un padding. 50 pixels, 0 pixels. J'actualise et puis c'est bon. Il me reste un petit détail à corriger. Chez certains parmi vous, vous remarquez que les textes peuvent se coller les uns aux autres. Moi, chez moi, a priori, ça colle pas. C'est pas grave, parce qu'on n'a pas tous la même génération de contenu de texte. Ça veut dire que moi, les mots sont peut-être un peu plus longs et ça fait que ça revient automatiquement à la ligne. Donc, je ne vais pas vraiment au bout de la case, mais les cases se collent. Là, j'ai bien 4 cases qui se collent. Touchez à rien, je vous fais une démo. Là, vraiment, le refaites pas. Hein. C'est juste pour la démonstration. Si je m'amuse à faire point type au pluriel et que je leur fais un texte à ligne justify, donc je justifie le texte, hein, comme dans un Word. Voyez, voilà, si je pousse le texte à aller vraiment d'un côté à l'autre de la boîte, bah, les deux textes se collent. Donc c'est quand même pas ouf. Et bien comment on va faire? Eh bien ça, on va juste... Pourquoi ça fait ça en fait à votre avis? Parce que vous avez mis 4 boîtes. Ces 4 boîtes, elles ont du contenu, donc elles ont de la pression. Et elles poussent. Et elles poussent toutes de la même quantité parce qu'elles ont toutes la même quantité de données à l'intérieur. Donc elles poussent avec la même pression. Le truc, c'est que bah, à bout d'un moment, à force d'avoir de la pression, bah, elles se collent toutes. C'est tout à fait donc logique. Il suffirait donc de les réduire. Si je prends là, ça fait 1000 pixels. Ok, on sait que ça fait 1000 pixels, mais on sait qu'on pourra le changer. Donc généralement, on ne travaille pas les blocs comme ça, on ne travaille pas avec des dimensions en pixels. On préfère travailler des dimensions en pourcentage. Comme ça, si le parent vient à changer, eh bien les boîtes vont suivre, les enfants vont suivre s'ils sont en pourcentage. Donc là, ici, j'en ai 4. 100% divisé par 4. 25. Donc, si je mets 25 à chaque, bah, les 25, ça fera 100%. Donc, on arrivera au même problème. Par contre, si je les réduis un petit peu, si je mettais 20% à chacun, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont tous se réduire, forcément. Donc ici, je vais bien taper point type et je vais mettre ici une largeur width de 20%. Et on va voir ce que ça donne. Si je mets 20%, ils vont tous se réduire
Et vous voyez qu'automatiquement, va y avoir de l'espace qui va se générer entre chaque. Par contre, c'est juste à vous de visualiser la quantité d'espace que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'espace automatique entre chaque? Parce que vous avez rajouté ça. Justified content, space between. Comme vous avez cette commande-là, vous êtes bien espacé. J'aime pas trop le 20%, je pense que je vais passer à 22, un truc dans le genre. Voilà, c'est quand même plus agréable, là, les écarts. Si j'augmente ici container, et tu vois, je passe à 1002, je réactualise, tac, tu vois, tout s'est élargi. Ça veut dire que le parent s'est élargi, et comme tout ce qui est à l'intérieur est élastique, flexible, ça a suivi. Donc, assez souvent, on va utiliser véritablement du pourcentage comme ça pour les boîtes en intérieur. Par contre, pour les espacements, des choses comme ça, on va très souvent être en pixels parce que c'est au feeling, c'est à l'œil. Tu vois, il y a un peu de feeling quand même derrière. Deuxième partie de l'exercice, on va avoir ce segment-là qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est très proche de ce que l'on a fait avant, mais il les combine en réalité. Donc c'est une philosophie qui va être un tout petit peu différente, mais pas tant que ça. Bon, et je repose les mêmes questions. Est-ce que j'ai bien un design qui va de gauche à droite de l'écran? Oui. Ouais. Est-ce que c'est boxé? Oui. Ouais. Par contre, là ici, et on se pose la question, est-ce que ça va être en colonne ou en ligne? Je réitère, une colonne, une ligne. Et c'est là le problème, c'est que quand je visualise, j'ai des trucs qui sont bien les uns au-dessus des autres, mais j'ai également des choses qui sont les unes à côté des autres. Donc ça offre un problème. Et ben c'est pas grave, il va falloir essayer de faire des paquets un peu plus grossiers. Parce que on peut pas être à la fois ligne et colonne, on peut pas faire un truc qui aille dans les deux sens, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc la question elle est comment? Est-ce que là vous voyez des paquets qui se forment? Est-ce que visuellement vous voyez des sortes de paquets? Ouais, lesquels? Il y a partie de texte, voilà, et ensuite et les paquets de café. Et les paquets de café. T'es d'accord, c'est ça? Bah en fait, il y a une ligne, puis une ligne avec dedans 4 colonnes. Dedans, il y a un... Exactement. Oh là, c'est bruyant. Je suis pas sûr que tout le monde sache le faire. Alors effectivement, si je regarde un petit peu ça, on va avoir ici un H1. Un H2, je pense que ça surprend personne. On va avoir ici quoi? Bah, la même chose que là-haut, la même image. On va avoir ici quoi? Un P. Donc c'est exactement la même chose que ce code-là. Par contre, dessous, effectivement, d'un seul coup, on repart en ligne. Et bien ça veut dire que toutes ces parties-là est une div. Je dois prendre ce paquet, je dois penser que ça, c'est une div, un paquet, que je vais appeler café au pluriel. Parce que j'en ai plusieurs. Et une fois que j'aurai café au pluriel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai bien un premier café au singulier, et j'ai bien, c'est exactement la même chose que ça en fait. J'ai bien une boîte ici, qui contient une image, un titre et un prix. Une image, un titre, un prix. Une image, un titre, un prix. Donc on va appeler ça café au singulier. Perdu. Je l'ai entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En fait, la subtilité, c'est que pour casser le rythme, il va falloir ici... Il va falloir refaire une div pour casser le rythme. Et cette div, elle sera en ligne. C'est parti? C'est parti. Comment on appelle la zone là? Shop. C'est la partie shop, après tout, c'est pour acheter. Et c'est parti, on y retourne. Je vais dans mon HTML. Encore une fois, je pense bien à fermer ce segment-là blanc. J'en ai plus besoin, je le ferme. Et c'est parti. Je vais appeler ça shop. Et je vais mettre quoi dedans? Div de classe shop, dans lequel je mets une div de classe container. Ok. Mais de cette div de classe container, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est en ligne ou c'est en colonne? Ça va dans ce sens-là. Donc c'est bien en
colonne. Donc point colle. Est-ce que les éléments qui sont à l'intérieur doivent être recentrés? Et je pense notamment à ça là. Il y a des chances. Donc, point align center. Bizarrement, ça commence à ressembler pas mal à ce qu'on avait déjà fait. Hein. Ensuite, je vais avoir quoi à l'intérieur? On l'a dit, H2, mon image, mon P. Donc je descends. On H2, plus une IMG, plus un paragraphe. Ah, ça y est, j'ai bien résolu ces trois-là. 1, 2, 3. Maintenant, j'ai un bloc à faire comme ça. Ce bloc, on va l'appeler, je l'ai dit tout à l'heure, café au pluriel. Donc, plus div, classe, café, cafés. Voilà, cafés, ça me va très bien. Et cafés, il est en ligne ou en colonne? Ah, t'es malin là. Voilà. Donc en row. Donc je mets bien ici une div de classe café au singulier et c'est bien... Ah non, c'est pas fini. C'est ce bloc-là, café au singulier, et dans ce bloc-là, il y a quoi? Avant, il y a une image. Un H3A et un prix, on va mettre en... Alors on va mettre un span. Alors un span, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme la div, sauf que c'est pour le texte en soi. Et c'est pour vraiment faire les mini-textes. Par exemple, un paragraphe, c'est quoi? Ben, c'est pour mettre un paragraphe. Un P, c'est pour mettre un paragraphe. Un paragraphe, c'est quoi? C'est un long texte. Ensuite, il y a les titres, pour mettre des petits textes. Mais là, c'est pas un titre. Donc on veut mettre un petit texte. Donc pas non plus un paragraphe. Ah ben c'est un span. Un span, ça sert à mettre du texte tout petit, tout mignon. Donc dedans, je mets une IMG, plus un H3, plus un span. Bon, ça fait déjà de la bonne ligne. Hein. Dans le premier H2, bah, c'est tout simplement shop. Je vais pas m'embêter, j'ai juste marqué shop. Pour le moment, on a compris où est-ce qu'on était. L'image ici, c'était la même image que là-haut. Je gagne du temps ici. Hein. C'était une des images qu'on avait utilisées et c'était de mémoire que je n'ai pas. Le title separator. Et je pense bien à lui donner une largeur de 150 pixels. Et là, je mets un lorem, rien de bien méchant. J'accélère là-dessus. Donc j'ai bien mis mon titre principal, j'ai bien mis le séparateur. Vous avez vu, j'en ai profité pour rajouter ici hein, la largeur à 150 pixels, comme on l'avait fait dans la toute première section. J'ai rajouté, j'ai bien mon paragraphe dessous. Et après, j'ai le bloc avec tous les cafés. Ce bloc avec tous les cafés contient des cafés. Donc on a bien une div par café à montrer. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre une image. Donc, mon image SRC, je vais changer l'image. Bon, je vais continuer quand même, mais... En attendant, donc, je vais mettre mon image. Elle est dans style, slash... Eh, j'ai même plus accès à la lecture. Mais oui. Putain, tu me fais peur. Image, slash... A few moments later. Alors j'accélère un tout petit peu. Ici, donc ça c'est bien un café. Et c'est exactement comme les colonnes de tout à l'heure. J'avais 4 colonnes à réaliser. Là c'est pareil, j'ai 4 cafés. Donc je prends bien ici ma div de classe café qui contient une image, un H3, un span. On prend bien l'ouverture jusqu'à la fermeture. Comme quoi, encore une fois, indentez bien votre code pour bien voir qui est dans quoi. Et je sélectionne copier, CTRL-C,
et je colle une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites les 4 mêmes cafés, on s'en fout encore une fois. De toute façon, je crois que dans le fichier, j'en ai mis qu'un. Et il n'y a plus qu'à regarder. J'actualise. Et je crois que j'ai un problème d'image. Ouais, mais en même temps... Non, ouais, non, mais c'est moi, parce que tout à l'heure, je l'ai tapé à l'aveugle. Je tapais à l'aveugle, j'avais rien sur le côté, je savais plus si j'avais mis au pluriel ou pas. Donc là... Il y a un Romain. Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Évidemment, on va bien ici, sur chacune de nos images, changer la taille, width. Je pense qu'un 100 pixels, ce sera déjà pas mal. Oh, même plus, non, 150, on va voir. Ouais, on va voir. Donc évidemment, on a fait le plus gros comme ça, mais il faut toujours réajuster des choses. Je réactualise. Voilà, c'est des petits cafés. Mais la taille est un peu plus grande. Oui, mais parce que là, tu vois, tout à l'heure, par contre, j'étais incapable de te dire quelle dimension aurait bien fait. Oui. Visuellement, il te fallait les 4 Oui. pour voir ce que ça donnait. Oui, si on voit qu'une. Regarde, celle-ci, on n'a pas eu besoin de mettre les tailles parce que le fichier déjà de base est très petit. Donc, pas eu besoin d'intervenir. Celui-là, par contre, c'est des gros fichiers photos parce qu'on veut une belle qualité, parce qu'on veut bien être référencé sur Google Images avec. Donc, forcément, voilà. Alors, j'ai quelques ajustements à faire, mais pas grand-chose. Et il y a des choses qu'on a oubliées. Mais justement, c'est pas grave. C'est pas grave de les oublier. On va y revenir après. Et encore une fois, on va vraiment aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on va s'occuper du fond de Shop qui gère tout. Donc ici Shop, je vais retourner dans mon CSS et c'est parti. Shop, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Bah déjà, comme d'hab, je vais lui coller les paddings que j'ai mis depuis le début. Et ensuite, je pense que j'ai besoin d'un background. Alors le background, c'est lequel? Je vais regarder vite fait, mais j'aime bien ça. Voilà, c'est cette image-là. Vous voyez, une petite icône là, il y a un petit dessin en plus on la voyait pas bien forcément tout à l'heure. Et ça va être new. Et bien là, je vais mettre background image, URL. Donc on va aller chercher une image de fond. J'ouvre les parenthèses et je vais chercher mon image. Attention, là cette fois vous êtes dans le CSS. Donc vous êtes dans le fichier qui est déjà dans le dossier style. Donc pour aller dans les images, j'ai pas besoin d'aller dans style, puisque j'y suis déjà. Donc je vais bien directement aller dans image. Image, slash, et là je vais chercher mon image. Si je regarde ce que ça donne, d'un seul coup, vous avez bien la texture qui est apparue. Mais je vais pouvoir aller un peu plus loin maintenant. Je vais m'amuser à faire un background position. Et là, je peux choisir la position du background dans le cadre. C'est-à-dire que l'image, elle est très grande, vous l'avez vu. L'image, elle est très grande comme ça. Et quelle est la partie la plus intéressante? Bah, la texture, mais c'est dommage, on a un dessin en bas. On va le garder, le dessin. Et moi, j'aimerais bien que le dessin soit justement bien en bas, à droite. Ce serait beaucoup plus intéressant. Donc ici, background position, eh bien je vais dire, ok, moi je veux que le point de départ de l'image aille en bas, à droite. Donc ici, right, bottom, axe X, axe Y. Et là, normalement, vous vous retrouvez avec le dessin qui apparaît. C'est-à-dire que vous voyez le dessin, l'image démarre d'en bas à droite, plutôt que de démarrer en haut à gauche, par défaut. Par contre, chez certains, ça fait ça. Eh ben moi, pas moi. Ouais, pas loin, tu vois. Si je dézoome, j'ai l'image qui apparaît une deuxième fois. Bon, alors, soit vous faites un no repeat, le faites pas. Si je le fais, comme ça, contre-argument, justement. C'est que là, si je fais un background repeat, no repeat,
eh bien, l'image se répète pas, mais il n'y a rien qui se répète, ça va être moche. Donc c'est pas terrible. Donc c'est une fausse bonne idée, je dirais. C'est très bien le no repeat. C'est très bien d'avoir eu cette idée-là, mais c'est pas bien adapté ici. C'est pas bien adapté parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est que je réduise ou non mon... Tu vois ma photo là ? Le problème, il est que, au bout d'un moment, on va déborder. Et on a ça. Donc, il faudrait que l'image de fond soit élastique. Là, ce sera background, size. Premier argument, la largeur, axe X. Je vais mettre 100%. Et ensuite, la hauteur, l'axe Y, je vais mettre auto. Pourquoi est-ce que je mets auto ? Pour garder le ratio de l'image. Si vous mettez 100%, 100%, l'image va être automatiquement déformée. Et là, on a un énorme avantage, c'est que l'image a été zoomée pour tenir dans le cadre. Et si je réduis la zone, vous avez vu le truc de grain là, il se réduit. Ce qui veut donc dire que sur un grand écran, on va prendre de la place. Sur un plus petit écran, le sac ne prendra moins de place, donc il va moins gêner. Qu'est-ce qu'il reste à faire là ? Il n'y a pas un truc qui vous dérange ? Alors avant le prix, de l'extérieur vers l'intérieur. Là vous êtes carrément sur le type de cas que vous allez avoir, enfin le type de problème que vous allez avoir. Il n'y a rien qui vous pose problème là par rapport aux produits, au café ? Avant les prix. C'est vachement près. Moi c'est pas ça qui me dérange. C'est décalé, c'est-à-dire qu'il y a un espace à gauche, un espace à droite. Et je prends pas toute la largeur. Et ben, il y a déjà un space between, c'est ça le pire. Et ouais, si je regarde le code source, si j'inspecte les éléments, je m'aperçois que j'ai bien mes cafés qui se suivent, mais regardez, le bloc qui s'appelle café, eh bien, il ne prend pas la largeur entière de l'écran. En fait, il s'adapte au contenu. Et il a un problème, en fait, il n'a pas une dimension. Donc comme quoi, il ne faut pas hésiter à aller là-dedans pour regarder s'il y a un problème. Et bien là, j'ai un problème. Café n'est pas assez large. Et bien allons-y. Dans mon style, point café. Donc là, on est juste en train de corriger les problèmes. Café, largeur, 100%. Ça veut dire qu'il va prendre 100% de son par an, soit 1000 pixels. Et là, normalement, tac, ça y est, vous voyez, c'est un peu plus à l'aise là. Alors certains, vous avez le texte qui va à la ligne, enfin qui se met à côté, ou de toute façon, là, moi j'ai plein de merdouilles. Parce qu'on a oublié de faire un truc tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on peut le recorriger après. C'est pas gênant. Là, si vous prenez juste un café, c'est quoi la problématique ? Ça doit être en colonne ou en ligne ? Un café, Un café, c'est bien en colonne. Un café. Donc j'ai bien le produit, le titre et le prix. Donc en col. Ok. Donc déjà, peut-être que ça se mettra en flex. Parce que si je regarde bien ce qu'on a fait tout à l'heure, on a oublié de mettre, lorsqu'on a fait un café au singulier ici, on a oublié de dire que c'était en flex colonne. Alors ça s'est mis par défaut en colonne, mais on l'a zappé. Et on a oublié également une chose, c'est que le titre, le texte là, devrait être plus ou moins quand même centré à un moment ou à un autre. Donc on a oublié notre align center, comme on l'a fait un peu plus tôt. Donc ici, j'ai oublié dans chaque café de mettre col et align center. Je vais tester sur un, on va voir sous celui si ça marche. Et vous voyez tout de suite que sur un, c'est résolu. Il n'y a plus qu'à le reproduire sur les autres. Est-ce que vous comprenez déjà, ne serait-ce qu'un peu mieux, l'utilisation d'avoir des classes comme ça spécifiques qui font une tâche ? Vous avez vu, on a oublié un truc, on met la classe, boum, ça y est, c'est réparé. On gagne quand même énormément de temps. On n'a pas besoin de recoder tout un truc et d'essayer de savoir, ouais, mais ok, je dois diagnostiquer le problème et ensuite, je dois trouver les solutions au problème. Non, là, on s'en fout. On diagnostique, on a oublié un truc, on dit qu'on veut en colonne, on met colonne, on veut aligner les machins, on dit qu'on veut les aligner, et puis c'est tout. Bah si.
Alors, j'ai besoin maintenant de toute votre attention. On va faire la partie formulaire. La partie formulaire, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu ensemble. Donc, ce sera quasiment le seul point de cours, on va dire nouveauté de la journée. Qu'au moins qu'il y en ait un quand même. Ce serait pas mal. Alors, allez, minute papillon. On va déjà commencer par, effectivement, dans quoi on le met. On va pas directement créer le formulaire. Et puis, on va en parler un petit peu tranquillement. Première chose. Je vais avoir besoin... Je vais retourner dans mon code. Bon, globalement, est-ce que j'ai besoin de refaire ça va de gauche à droite. Oui. Voilà. Est-ce que c'est boxé? Oui. Je commence par quoi? Un H2 et ensuite, j'ai le formulaire. Donc, je vais déjà faire ça. Mais je vais faire le formulaire, on va dire, étape par étape. Donc, directement, je vais dans mon code. Je vais faire la partie formulaire. On va l'appeler div de classe formulaire, dans lequel il y a une div de classe container et dans lequel j'ai mis un H2. Voilà, celui-là, il est plutôt gentil. Une question? Alors la gestion des formulaires, elle est extrêmement importante parce que ça arrive toujours, il y a toujours quelques éléments de formulaire de mémoire dans les partiels. Donc il y a toujours un ou deux trucs qui traînent. Et puis on en aura besoin pour le JavaScript. Alors quoi qu'il en soit, de toute façon, on aura bien des cours de JavaScript avant que vous passiez le partiel HTML. Donc de toute façon, il y aura toujours de la révision sur ce sujet-là. Mais c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, quel que soit notre niveau, quel que soit le sujet sur lequel on va traiter. Je vais taper, vous allez regarder, vous allez essayer de comprendre ce que l'on fait et je vais vous laisser le temps après de saisir. On fait comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Une balise, un formulaire commence par une nouvelle balise que nous n'avons pas vue, la balise forme. Cette balise forme, elle a une ouverture, une fermeture, et à l'intérieur de forme, on va mettre un formulaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de baliser un formulaire, donc de lui donner une dimension, on va dire? C'est parce que dans une page web, vous pourriez avoir plusieurs formulaires. Bah oui, lorsque vous faites une recherche sur un site, il y a bien un moteur de recherche en haut, c'est un formulaire. Et puis il y a un formulaire de contact, c'est bien un autre formulaire. À que je sache, quand vous cherchez quelque chose sur un site, il ne faudrait pas que ça envoie le formulaire de contact. Donc il y a bien une délimitation qui est réalisée. Ici, on ne va pas y toucher pour le moment, mais on voit qu'il met automatiquement le mot action. Action, c'est quelle action il va réaliser. En fait, ça va nous envoyer vers une page en PHP qui va être capable de réceptionner les données qu'on va saisir dans le formulaire et pour envoyer un email ou faire une recherche ou enregistrer des données dans une base de données. Bon, bref, plein d'actions de traitement de données. Ce qui veut donc dire qu'un formulaire, de base, ne sait pas envoyer un email. Un formulaire, c'est une page blanche. C'est une feuille blanche dans laquelle je vais pouvoir écrire, mais c'est tout. Quand je vais cliquer sur le bouton envoyer, on va envoyer les données à un autre programme que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui, donc ça, on ne le traitera pas, et qui va être capable, lui, de prendre les données et de les analyser et d'envoyer l'email. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la page blanche, c'est juste le formulaire, l'interface, le design. Donc, on va laisser ça comme ça. Maintenant, j'ai besoin de mettre des champs. Avant de mettre des champs, on va travailler. Si vous regardez mon document, j'ai ici une zone de texte et j'ai ici un mot. Ouais, il faut bien dire quand même à un moment ou à un autre ce qu'on va retrouver. Il faut bien dire c'est le nom qu'on demande, c'est l'email, c'est le prénom, il faut bien lui dire ce que l'on veut. Ici, on va, ces noms un petit peu, ces étiquettes, on s'appelle des labels dans un formulaire. Les étiquettes qu'on va mettre au-dessus des zones de texte s'appellent un label. Donc je vais mettre une balise label. Et entre les deux labels, je vais y mettre le mot que je veux afficher à l'écran. Par exemple, nom, 2 points. Là, si je regarde tout de suite ce que ça donne, j'actualise, j'ai bien ici nom, 2 points qui est apparu. Après le label, je vais pouvoir y mettre la vraie zone de texte. Et la vraie zone de texte, en fait, il n'y a qu'une seule balise à connaître. Input. Sauf que regardez,
L'input, elle est magnifique. Elle gère quasiment tout. Quasiment. Vous voyez, c'est marqué input type texte. Eh bien, si je sauvegarde et je regarde ce que ça donne, eh bien, ça y est. Vous avez une zone de texte. Alors, c'est pas forcément terrible. Mais c'est une petite zone de texte que vous reconnaissez dans n'importe quel formulaire. Non stylisé, moche, mais qui existe quand même. Et c'est rigolo parce que si je remplace ce mot texte qu'il a mis par défaut par autre chose, eh bien vous apercevez qu'il y en a plein. Button, c'est pour faire un bouton. Checkbox, c'est pour faire une case à cocher. Alors regardez, je les teste. Je mets checkbox, je sauvegarde, je réactualise, ça y est, j'ai une case à cocher. Ou alors je pourrais avoir color. Ah bah color, ce sera quoi? Bah ce sera un color picker. Je pourrais avoir date. Bon, je pense que vous avez compris. Et malheureusement. Tac. Vous avez directement un système de calendrier. Donc comme ça, vous êtes sûr que la personne dans le champ, hein, elle va pas mettre du texte. C'est borné. C'est très pratique. Et vous en avez plein. Et donc vous avez notamment ceux qui nous seront utiles. Bah, vous avez les formats classiques, comme le texte. Vous avez le tel pour le téléphone. Vous avez l'email. Vous avez number pour n'autoriser que des numériques. Par exemple, si je mets number, on voit pas de différence. Mais si je tape du texte, c'est refusé. Donc vraiment, en plus, on simplifie quand même l'utilisateur. On le borne un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est texte. Donc, je vais mettre texte. Mais attention. C'est là qu'arrive un truc. Il y a une obligation ergonomique. Et là, moi, je m'adresse non pas justement aux apprenants qui voient un petit peu de code. Je m'adresse aux chefs de projet. En termes d'ergonomie. Il y a une règle ergonomique qui est indispensable. Si jamais je veux aller dans ma zone de texte, il me suffit de cliquer dans la zone de texte. Et en réalité, quel que soit l'endroit dans lequel je clique, si je clique là où je suis, bim, j'ai bien mon curseur clignotant qui apparaît juste là. Sauf que tout le monde n'a pas notre dextérité sur l'outil internet. Des personnes qui ont un peu de difficultés. Moi, une fois, je fais des formations à des particuliers, des professionnels, des personnes, mais pas que à des étudiants, si vous voulez, et des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Et moi, je peux vous assurer, j'ai une personne qui était comme ça, pour mettre le curseur clignotant, elle approche son curseur ici, et là, elle essaye de le mettre bien là, pour être sûre de le mettre au bon endroit. Elle pense pas que toute la zone est cliquable. Elle essaye de le mettre pile poil où elle clique et elle va arriver là. Ce qui veut donc dire que, est-ce qu'avec la souris, elle a une grande dextérité? Pas forcément. Elle a des chances de cliquer à côté. Elle a des chances de cliquer d'ailleurs directement ici. Et si je clique là, est-ce que, quand je clique sur le mot non, est-ce que j'ai le curseur clignotant qui arrive dans la zone de texte? Non, et normalement ça devrait le faire. En termes d'ergonomie, si vous cliquez sur le titre, sur le label, ça doit vous envoyer, le focus doit se mettre dans la zone de texte. De la même manière que quand vous avez une case à cocher, vous savez, la case à cocher, j'accepte de recevoir toutes les publicités, machin, truc bidule. Eh bien, quand vous cliquez sur la phrase, ça doit cocher ou décocher la case. Toute la zone doit être cliquable. C'est une règle d'ergonomie. Donc déjà, ça veut dire que vous devez vous en assurer auprès des sites que vous suivez, que vous organisez, et à l'avenir, en tant que chef de projet, d'être sûr que ce soit toujours le cas. Et comment ça fonctionne, ça? Eh bien, ça fonctionne avec un ID. C'est-à-dire qu'à mon input ici, je vais lui donner un ID. Donc par exemple, l'ID, bah là, on va pas se prendre la tête, hein, ça va être non. Hein. ID non. Et vous avez vu ici, dans le label, il avait prévu un truc qui s'appelle for. Pour. Mais pour qui? Bah pour non. C'est le label de non. Et en faisant ça, ça fait une liaison entre les deux éléments. Et si j'actualise et que je clique ici, bam, vous avez vu? Ça met curseur directement dans la zone de texte. Je l'enlève, je reclique sur non, ça l'envoie dans la zone de texte. C'est une obligation ergonomique. Donc ici, voilà comment on travaille déjà un formulaire de base. Alors, à votre avis, maintenant si je regarde la maquette, est-ce que vous avez des questions dessus? C'est bon pour vous? Ouais? C'est pas hyper compliqué un formulaire en soi?
Ça va? Donc, il y a juste à faire exactement pareil pour l'email. Je vais pas m'embêter, je vais copier-coller. Et je vais faire exactement la même chose. For email. Qu'est-ce qu'on demande? On demande l'email de la personne. Quel est l'ID email? Et le type email. Attention, ce qui est très important, donc, c'est que votre for et votre ID doivent être écrits exactement de la même manière. Personnellement, dans mon code, j'aime bien séparer mon label, garder mon label et mon input bien associés. Je fais toujours un petit espace pour bien voir mes paquets. Sinon, on s'en sort pas. Sauf que vous avez vu que dessous, il y avait une grande zone de texte. Et là, j'ai menti. C'est pas bien. J'ai menti. Le mensonge, c'était que tout était input. C'est pas vrai. Je vais faire un label pour la question. Label. For question. Votre question. Point. Et dessous, on a une nouvelle balise. Cette fois, elle est un peu particulière. C'est le seul cas, on va dire, exceptionnel. C'est la text area. Text area, c'est une grande zone de texte. Donc là, on va pouvoir lui donner un ID, pareil, question. Et vous voyez qu'on donne le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ça vous donne une dimension à la text area. Et si on regarde ce que ça donne, c'est pas ça. Voilà, une grande zone de texte. Vous voyez, ça vous parle, ça. La text area, une grande zone de texte qui est redimensionnable, d'ailleurs, par l'utilisateur. Oui. Donc là, on a une sorte de cas particulier. Allez savoir pourquoi ils l'ont pas prévu dans l'input. C'est dommage. Il me reste une dernière chose par rapport à mon formulaire. Cette dernière chose, elle est absolument indispensable parce que quand je regarde mon formulaire, pas lui, mais lui, c'est bien un formulaire qu'on peut pas envoyer quand il n'y a pas de bouton. C'est un peu con. Il va falloir en mettre un. Et là, c'est le seul cas où vous ne mettrez pas de label. On ne met pas de label parce que faudrait pas en cliquant à côté du bouton que ça envoie le formulaire. Si j'ai cliqué à côté du bouton, c'est pas pour envoyer le formulaire. Donc il n'y a pas de label. Ce sera un input également de type submit. Submit, ça veut dire soumettre. Donc envoyer. J'actualise et vous avez bien un bouton envoyer qui est apparu. Et attention, ne faites pas cette faute-là. Si vous créez un bouton submit et que vous le laissez, vous avez vu, ça me met le mot envoyer. Mais c'est le navigateur qui le gère. Or, si vous allez sur Safari ou Firefox, ils ne mettront pas forcément le mot envoyer. Ils mettront peut-être le mot soumettre. Donc en fait, ce que je vous invite à chaque fois, c'est bien lui donner un nom à ce bouton. Donc on va lui donner une valeur, value. Et on va le mettre, envoyer, c'est très bien. Donc vous n'allez pas voir de différence, mais là vous êtes sûr que ça mettra le mot envoyer sur tous les navigateurs. Évidemment, il va falloir styliser. Bon, on reprend la maquette. Il y a un i ou il y a un colonne? Il y a un colonne. Donc ici, mon formulaire, je lui mets une classe, col. Et là, si j'actualise, bam, c'est pas plus beau? Eh ben non, c'est dans le formulaire. Tu vois, c'est ton formulaire parce que tu veux que ce soit les enfants. Tu vois, ça ne peut gérer que les enfants. Donc c'est là, forme. Donc l'action, j'y ai pas touché. Et j'ai rajouté la classe call. Maintenant, je vais styliser chacun de mes inputs. Sauf que ils vont être quand même globalement plus ou moins du même design en soi. C'est plus ou moins la même chose. Eh bien, c'est parti pour les styliser. Style. Et puis là, je vais tout simplement dire input. Input. Border, je les enlève. None. Donc ça me permet de voir une commande, un none qui apparaîtra assez souvent. C'est pour désactiver un truc, aucun. Et ensuite, j'ai envie de mettre une bordure en dessous. Donc border
bottom de 3 pixels, je pense, solide et dans un gris un peu foncé. Alors, j'en profite. Border, quand vous avez besoin de mettre les bordures, si vous mettez border tout seul, bah c'est tous les côtés que vous allez traiter. Mais vous pouvez faire border le côté que vous désirez traiter. Et ensuite, vous donnez les 3 commandes dont vous avez besoin. L'épaisseur, le type de trait et la couleur. Et là, quand vous réactualisez, bah, vous avez bien les traits simples. Je vais mettre une petite marge en dessous. Margin bottom. Pourquoi? Pour décaler. Parce que, je sais pas pour vous, je trouve que les formulaires, enfin les zones de texte sont trop près des questions qui sont en dessous. Donc c'est pas très logique ici. Là maintenant, je les ai séparés, vous voyez, c'est déjà un peu plus logique. Alors, comme on va bien faire remarquer, quand je clique dans le formulaire, ici, j'ai bien un liseré tout autour qui apparaît. Et c'est plutôt désagréable dès qu'on commence à styliser un petit peu notre formulaire. Ça apparaît que chez Chrome. Mais je crois qu'il y a peut-être d'autres navigateurs qui le font. Mais bon, c'est principalement un problème de Chrome. Donc, là, je vais taper CSS, Chrome, Input, et Focus Border, vous voyez qu'il y a un truc qui apparaît. CSS Auto Reset Remove the Chrome Input Highlighting. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à aller bien chercher, mais en anglais. Parce qu'ils sont un peu plus en avance ou ils ont plus de besoins, ils sont plus nombreux. Il y a plus de personnes en langue anglaise. Donc ici, Outline None. Je vais tenter. J'ai la réponse ici. Je tente. Je tente avant. Hein. Et ça marche. En effet, le travail que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour l'input, je ne l'ai pas fait pour la text area. Pourtant, est-ce que la text area est très différente? Non, hein. Elle n'est pas très différente. Elle est même absolument identique. Eh bah oui. Alors non. Ouais, on rajoute text area, tu vois. Il y a marqué input, virgule, text area. Et là, j'ai stylisé ma text area également. Allez, je finis. Il y a un truc qui me dérange ici, c'est lui. Les filles. Ce qui me dérange donc ici, c'est mon... Eh ouais. Il est pas bon. Et j'ai juste un problème, c'est que le bouton, il est exactement sous la même classe. Il est sous le même style. Il a la même balise que les autres. Eh bien, c'est pas forcément un truc qu'on demande. Je profite de cet instant pour le voir. Mais il est possible de faire des restrictions. Donc je vais créer ça comme ça. Input. Et ici, c'est une écriture un peu chelou. Avec des crochets. Comme ça. Alors attention, hein, c'est pas des accolades comme vous êtes habitué depuis tout à l'heure. C'est bien des crochets. Alors pour faire les crochets sur Mac, c'est Option, Shift, et puis la parenthèse ouverte. Faites la parenthèse, fait la parenthèse, l'accolade et le crochet. Il fait la totale. Et là, il faut le savoir, parce que c'est pas marqué sur le dessin. Et là, je mets type égal submit. En fait, ça veut dire ça, hein. Tous les inputs de type submit. Ce qui veut donc dire que ça ne va pas s'appliquer aux inputs de type texte ou email, etc. Ça va vraiment s'appliquer que... Ah bah après tu mets ton accolade classique. Après ça, le reste ne change pas. C'est juste une restriction. Pourquoi? Et c'est ce que c'est cette écriture. Ça. Et bah c'est parti. Un petit background. Allez, on va mettre ça en noir. Une couleur. En blanc. Une hauteur, parce qu'un bouton, faut que ce soit agréable à utiliser. Faut que ce soit une grosse zone de clic. Pourquoi pas 50 pixels. Et attention, il y a une bordure déjà existante en bas. Donc je vais lui enlever border none. Et là, je réaffiche après. Mais ça me fait déjà un plus beau bouton. Allez, si on se le fait comme ça, le header, ça tombe bien. Et puis après, je vous laisserai tranquillement faire le reste.
Quand je dis le header, hein, c'est bien la zone du haut, hein. C'est bien la zone noire. Je parle pas de la zone café. Ça, la zone café, ça vous pouvez, avec tout ce que vous avez, vous pouvez le faire. Donc ça, moi je vais vous le laisser le faire tranquillou. Moi faire la bande noire en haut. Ok. Ça, c'est le header. Et ça, c'est une intro. C'est le héros. C'est une intro. C'est un truc en plus. Alors, Je voulais qu'on fasse ça. Ah bah oui, bah tu le feras. Non. Et tu le feras. Bah c'est ça. Non, parce qu'en fait, la partie en haut est un poil légèrement plus technique quand même. Allez, on l'analyse ensemble parce que là, vraiment, il y a besoin d'analyser. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie-là? Est-ce que ça va de gauche à droite? Oui. Est-ce que c'est boxé? Oui. Bon, vous avez compris l'histoire. Qu'est-ce que j'aurai comme boîte dedans? Alors, ouais, il y a une zone logo et une zone quoi? Et une zone menu, ouais. Et donc ça, c'est en ligne ou c'est en colonne? Ligne. Donc vous voyez, hein, paf, on le construit comme ça. Ok. Donc dans un, je vais pouvoir mettre une image, et dans l'autre, je vais pouvoir mettre plein de liens. Ces liens qui sont en forme ligne, colonne, ligne, voilà. C'est toujours la même question depuis le début, donc normalement ça devrait rentrer. Ok. Déjà, ce qui veut donc dire que moi j'ai fini mon formulaire et je peux faire la partie du haut. Cette partie du haut, rien ne m'empêche de remonter maintenant. Là, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. C'est pas une obligation, c'est juste pour votre information personnelle. C'est pas grave si je les trouve pas dans vos copies. Je réviserai quand même, mais je réviserai ce qui a été demandé l'année dernière pour être sûr. Mais vous savez, au bout d'un moment, faire des divs et les appeler header, faire des divs et les appeler footer. Au bout d'un moment, on s'est dit, c'est un petit peu dommage quand même que tout s'appelle div, c'est pas très pertinent. Eh bien, ils ont inventé un truc qui s'appelle directement le header. C'est comme une div, sauf que ça veut bien dire que c'est header. Donc, plutôt pratique, on a déjà des divs spécialement en fait thématiques. C'est ça. Mais c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Vous prenez pas la tête. Par contre, dans ce header, je fais bien ma div de classe container. Dans cette div de classe container, je vais y mettre quoi? La première boîte où il y a le logo. Et je ne vais pas directement mettre une image. Attention, pourquoi je ne vais pas mettre une image? Parce que traditionnellement, conventionnellement, un logo, c'est cliquable. Et ça doit vous ramener vers la page d'accueil. C'est obligatoire. Donc c'est forcément un lien. Donc là, je vais faire un lien. Et c'est la seule fois où je vais l'utiliser. Dièse logo. Pourquoi dièse? Parce que il n'y en a qu'un logo. Donc je vais mettre un ID tant qu'à faire, c'est logique. Plus un menu. Hop, menu. Voilà. Ah, mais alors par contre, tu vois, je peux pas rentrer dans le logo pour ensuite aller faire le menu. Donc je vais la faire en deux temps. Je vais faire vraiment en deux temps. Je peux pas tout faire d'un coup parce qu'il y a deux arborescences différentes dans les deux parties. Donc je vais faire une div de classe menu. Je vais évidemment garder ça. Alors, dans le cours, je vais la faire même un peu plus longue. Header. Hop, normalement, on aurait dû écrire ça pour tout avoir. J'avais déjà écrit header. Je tabule. Et c'est bon. Oh bah tiens, moi aussi je suis fatigué. Container. Les deux enfants, ils sont quoi? Ils sont en ligne. Donc on a oublié de mettre O. Ça y est, c'est gratuit. Et le menu, c'est pareil, il sera en RAW. Je vais juste ajuster ça. Logo. En RAW, container, en RAW. Là maintenant, je peux rajouter des petites choses qui peuvent me manquer.
Je sais que dans le lien, il y a une image à mettre, c'est le logo lui-même, IMG, et je vais aller chercher le logo, style, image, et je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas logo light. Bon, je vais mettre logo light, je sais plus comment il s'appelle. Si, c'est logo light. Dans le menu, je vais mettre des liens. Donc c'est encore une fois des A. 2 classes liens. Et je sais plus combien il y en avait, je vais en mettre 5. Multiplier, étoile. Alors ce qui est bien dégueu, c'est qu'à chaque fois... Alors forcément, là jusque là ça me paraît logique, ça me fait une grande barre blanche, pas terrible, comme ça. Alors c'est parce que tu les as pas mis. T'as pas mis le mot lien. Bah non, t'as mis 2 classes lien, mais t'as pas mis le mot entre les 2 balises ouverture fermeture. Donc rien ne t'affiche, tu n'affiches rien. Bon moi je pense qu'il n'y a plus qu'à styliser un minimum. Attention. Comme là, on n'est plus dans le même ordre parce qu'on a quasiment commencé au milieu, on a continué tout le long, mais maintenant on remonte. Attention, essayez de vous organiser un minimum. Par exemple, dans le style CSS, avoir le header après le formulaire, c'est pas très logique. Alors, c'est une recommandation personnelle que je vous donne, hein. C'est pas obligatoire, mais essayez d'avoir une sorte de logique, vous y retrouverez mieux vous-même. Assez souvent, les personnes, elles ont compris comment ça fonctionnait. Mais comme elles ont tout rangé en bordel, bah, elles perdent du temps, elles se paument et elles se déconcentrent, surtout lors des examens. Donc ici, je vais bien remonter et me mettre presque avant shop. Vous voyez, ou avant, je crois que le premier c'était blanc, c'était ça ? Gris. Et au gris. Et à gris. Hop, je vais mettre ici. Le header, il n'y a pas de point. Parce que c'est le nom de la balise, hein. Donc header, on va lui mettre quoi? On va lui mettre un fond, background. Deux points. Et je vais faire exprès, je vais aller un tout petit peu plus loin, j'en profite pour vous montrer un truc. RGBA. RGBA c'est vert, bleu, mais transparent également. Donc le A c'est alpha, transparent. Et par exemple j'ai envie de mettre en noir, je mets 0 de rouge, 0 en vert, 0 en bleu. Donc j'ai éteint toutes les diodes qui sont présentes dans les pixels de l'écran. Par contre, je remets une quatrième donnée qui va être 0.5. 0.5 qui veut dire 50%, hein, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Donc en fait ça va me faire un gris forcément. Et là si je regarde ce que ça donne, j'actualise, ça me fait un gris. Alors vous allez me dire on s'éloigne de la maquette. Oui, on s'éloigne de la maquette, j'ai envie de profiter de faire un petit quelque chose. Et je vais vous rajouter 2-3 choses qu'on n'a pas vues. C'est pas grave, on les note ici et puis on sera tranquille. C'est un petit effet que moi j'aime bien personnellement. C'est que là, vous voyez, pour l'instant votre bandeau il est en haut. Et quand vous descendez, il est toujours en haut. On va rajouter la position fixe. Ça veut dire qu'on dit que la boîte est fixée à l'écran. Alors ça va casser un petit peu, mais on va pas péter un câble tout de suite. J'actualise. Alors ça a tout cassé. C'est pas grave. Par contre, est-ce que ça marche? Oui. C'est plutôt cool. Et ça a cassé juste un truc, c'est que maintenant il sait plus, comme il est fixé sur l'écran et il n'est plus fixé sur body, il sait plus quelle dimension avoir. Ça lui pose un problème. On va lui donner une dimension. C'est ça qui lui manque. En fait, dès qu'on met fixe, on est obligé de lui donner une dimension. Bon, on s'y habitue au bout d'un moment. Hein. With 100%. Parce que je voudrais bien que le header fasse 100% de l'écran. Et vous voyez que là, je résous mon problème. Alors certes, mon texte passe dessous. C'est pas trop gênant pour le moment.
on pourrait résoudre ce problème plus tard. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un truc, voilà, 2 commandes, et ça y est, on a un truc cool, quoi. Je vais accélérer un tout petit peu maintenant sur les 2-3 éléments qui restent. Le logo par rapport à la maquette devrait être considérablement plus petit. Donc je vais dire dièse logo parce que je l'ai bien mis en ID, hein, exceptionnellement, ça nous fait une révision, hein, c'est un ID, c'est un objet unique. Et je vais lui donner une largeur width. Ouais, on va rester sur 150 pixels. Hein. Et si je regarde ce que ça donne, je réactualise, ça ne change rien. Ouais, j'ai mis dièse logo 150 pixels. Alors ça change strictement rien. Ça change strictement rien parce que vous en êtes aperçu depuis le début quand même. À chaque fois que vous intégrez une image, l'image s'affiche à la taille du fichier. Or on a un gros logo ici. Et il va falloir le réduire. Et est-ce que j'ai réduit le logo? Bah non, parce que quand je regarde le HTML, ce que j'ai appelé logo, c'est le lien cliquable, pas l'image. Donc l'image, elle, pas bougé. Pas point. Petite flèche. C'est-à-dire que là, je vais faire dièse logo, petite flèche, qui veut dire l'enfant direct, IMG. Et là, je pourrais lui donner une dimension width 100%. On regarde ce que ça donne. Et là, on voit que ici, j'ai bien mon lien qui fait 150 et l'image suit derrière. Donc ici, mon logo, je le réduis à 150 et l'image qui est dans la zone logo, je lui dis de suivre son parent. Donc forcément, si je réduis la zone cliquable, je réduirai l'icône elle-même.